Bonjour, vous êtes 700 à avoir participé à cette ligne directe. Nous avons fait un tirage au sort et vous êtes 20 ici qu'on va appeler. Je vous rappelle que cette ligne directe est en différé, donc elle est enregistrée en mode live, mais nous la diffusons en différé pour pouvoir retirer éventuellement des contenus que Franck jugerait trop personnels. Hop là. Alors bonjour. Oui, bonjour. Iman. Oui. Bienvenue. Iman, oui. Bienvenue Iman. Merci beaucoup. Bonjour Iman. Bonjour Franck. Je suis heureuse, un peu impressionnée, mais heureuse d'avoir l'occasion de dire ce que j'ai à dire à quelqu'un d'autre qu'à moi-même. Alors j'avais posé une question en ligne quand j'ai reçu le mail, mais déjà je voulais simplement te dire quelque chose, Franck, parce que j'avais assisté à une vague il y a de ça 2 ans à Paris. Et bon, j'avais levé la main, c'était la fin. Il restait très peu de temps pour parler de quelque chose. J'étais encore impressionnée comme je le suis maintenant. Mais il s'est juste produit quelque chose de très drôle parce que tu m'avais répondu, oh là là, à un moment donné, j'ai l'impression d'entendre Laurent Fent quand je m'étais exprimée. Et j'avais ressenti une vexation. Tu sais que j'avais emporté avec moi. Et le lendemain soir, en fait, il s'est passé un truc très drôle parce que j'ai brisé un miroir et en fait, j'ai souri très très fort quand c'est arrivé parce que c'est comme si j'ai fait complètement le lien avec ce qui s'était passé la veille et la vexation qu'il y avait encore à l'intérieur. Voilà, en me disant c'était pas 7 ans de malheur, c'était plus 7 ans de vérité, quoi, avec un gros sourire. Donc voilà, je voulais juste te témoigner de cette petite expérience Et je te dois quelque chose pour le miroir ou comment ça... Pardon, j'ai pas entendu. Je te dois quelque chose pour le miroir ou c'est bon? Ah ben non, au bon. contraire, non, tu ne dois rien pour le miroir. Ok, non. Non, c'était simplement le parallèle entre la vexation que j'ai ressentie quand tu m'as dit que tu avais l'impression d'entendre Laurent Fent. Parce qu'en fait, quand j'écoutais tes entretiens avec Laurent Fent, moi j'avais hâte que Laurent Fent finisse la question pour entendre ta réponse. Ouais, bah c'était ça c'était ça la blague. D'un légiste du côté de Laurent Fent, tu sais, et de l'autre côté un peu une fraîcheur de la rosée du matin. Et du coup, en fait, quand tu m'as renvoyé ça en miroir dans ta réponse, je me suis juste dit quand le miroir s'est brisé, que finalement, c'était pas dans la vexation qui agissait en moi, mais plus finalement la réflexion, quoi. Ça m'a juste remise en moi-même. Iman, justement, Iman, quelle est ta question? Alors la question, c'était que en fait, une fois j'avais entendu dans les heures d'enregistrement, tu répondais à quelqu'un et tu avais dit ce truc qui, si tu rencontres un mec dans la rue et que tu le trouves très beau, ne cherche même pas à savoir comment il s'appelle, mais indique-toi de ce que tu ressens et vois ce qui arrivera. Bon, il se trouve qu'en fait, ça m'avait marqué à ce moment-là. Je ne sais pas exactement pourquoi, et depuis quelques temps, en fait, j'ai réécouté pas mal d'heures d'enregistrement, et je ne suis jamais retombée sur ce passage-là. Voilà, donc du coup, j'ai saisi la perche qu'Arnaud m'a tendue en envoyant le truc, et je te demandais si tu veux bien m'en parler. Oui, je veux bien, oui. En fait, si tu veux, c'est une mécanique énergétique qui est à l'œuvre en dessous. Lorsque tu te mets à vibrer quelque chose avec ta totalité, tu l'attires inexorablement à toi. Et on fait souvent une confusion, c'est-à-dire qu'on rencontre quelqu'un dans la rue qui nous fait flasher, et on croit en fait que l'idée c'est d'obtenir ou de posséder cette personne d'une manière ou d'une autre. Donc on veut en savoir plus, on veut se renseigner, c'est pour ça que je disais ne demande pas à savoir comment il s'appelle. Parce qu'en fait, l'idée, c'est simplement de s'imbiber de ce sentiment amoureux, s'imbiber de ce sentiment de plaisir de rencontrer quelqu'un qui nous touche, laisser simplement notre corps se mettre à dégager la sensation que ça nous fait de rencontrer quelqu'un qui nous plaît. Tout simplement de manière à ce que le corps, se baignant de plus en plus dans cette énergie, se mette tout simplement à attirer une situation qui remette cette énergie en place. C'est-à-dire que plus tu t'attaches à une personne en disant c'est celle-là, plus quelque part tu t'en éloignes, et plus tu t'attaches à l'énergie qu'elle porte, plus tu laisses tous ceux qui portent cette énergie te rejoindre. Oui. Et c'est juste pour
arriver à entrer de nouveau en relation, si tu veux, mais en laissant un peu la tête de côté, qui va passer son temps à jauger, calculer, sous-peser, de façon à obtenir sa sécurité avant même d'avoir démarré une relation. Alors que le corps, lui, sait parfaitement, avec intelligence, reproduire les états qui te font plaisir. Ok. Et c'est ça l'idée, en fait. Si tu peux le reproduire avec d'autres trucs, hein, Iman. Si, Ouais. si tu prends le temps de respirer vraiment les instants où tu sens que tu es contente de pouvoir acheter quelque chose avec ton argent, à quel point ça te fait plaisir, à quel point c'est cool d'être assez à l'aise pour pouvoir faire ceci ou cela, et que tu prends le temps de bien, j'ai envie de dire, respirer l'instant, de bien le laisser simplement s'infuser, se diffuser en toi, tu es en train en fait d'attirer la situation suivante où tu auras une fois de plus l'occasion de jouir, d'avoir de l'argent. Oui, d'accord. Quant à Oui, la, c'est très clair, ouais. quant à la posture la plus judicieuse pour ça, c'est exactement la même que quand tu regardes un coucher de soleil. Si tu regardes un coucher de soleil splendide qui te touche profondément, à aucun moment tu vas essayer d'avoir le numéro de téléphone du soleil pour le posséder. Tu sais que tu vas pas pouvoir saisir l'instant. Tu sais que tu vas pas pouvoir le capturer et le garder pour toi. Par contre, de t'infuser de cette beauté, de t'infuser de ce sentiment et te laisser simplement glisser dedans, envoie le signal très clair à l'univers de ça, j'en veux encore. Et après, c'est la vie qui se charge du reste. C'est pour ça que je te disais que vois ce qui arrive. Hein, parce qu'en fait, c'est ensuite à la vie simplement de te resservir le plat que tu viens de déguster. De savourer, oui. Voilà. D'accord. Ok. Voilà ce qu'il y a en dessous de tout ça, Iman. C'est une super technique pour dépasser, si tu veux, les croyances autour de la loi d'attraction qui est que ma pensée crée, et pour aller dans cet endroit d'après où on prend conscience que c'est au-delà de la pensée, mais dans le sentiment, dans l'infusion de l'instant, qu'on crée la situation suivante. Oui, ouais, c'est clair. Bah, ça fait du bien, ça fait quelques mois que j'essaie de tomber dessus, comme si le fait de réécouter ces trucs-là allait provoquer quelque chose, mais c'est très clair, je te remercie. Mais en fait, ce que ça va provoquer, c'est, en tout cas chez toi, si je m'approche un peu plus de ta structure, c'est d'arrêter la croyance que les choses vont toujours s'arrêter. On dirait, si tu veux, que la peur que les choses s'arrêtent fait qu'elles ne veulent pas démarrer avec toi. Ouais, c'est très juste. Alors que, au contraire, en fait, plus tu plonges dans quelque chose, plus tu te le proposes de nouveau. Et du coup, l'idée, c'est de dépasser les formes, c'est-à-dire, j'ai pas envie d'être amoureuse d'un homme, j'ai envie d'être amoureuse. Ouais. Je n'identifie pas mon amour à une identité ou un personnage, j'identifie mon amour à mon sentiment. Et là, d'un seul coup, je me rends compte que la vie n'arrête pas de me resservir des possibilités de me sentir exactement comme je me sens lorsque je suis amoureuse. Plus je vais essayer de le saisir pour pas que ça disparaisse, plus évidemment ça s'éloigne. Ça va ? Ouais, Voilà. ouais. Donc l'idée, c'est de capter que l'impermanence et la permanence sont les deux faces d'une même pièce. Et lorsque tu acceptes la permanence d'un sentiment, tu finalement demandes à l'univers de te le resservir. Et plus tu acceptes sa permanence, plus il devient... tu acceptes son impermanence, c'est-à-dire sa fugacité, plus en fait tu te permets de le revivre et de le revivre et de le revivre. Alors pas forcément avec les mêmes conditions extérieures, c'est pas forcément la même personne, la même situation, le même coucher de soleil, mais le sentiment, et c'est tout ce qui nous importe, lui revient de plus en plus souvent. Ouais, ouais. Ouais. Voilà l'idée. Ouais, j'ai capté l'essentiel là. En tout cas, c'était ça que je te demandais. Ok. Ben, génial. Okay, Ben, en plus, tu sais, tu auras le temps de réécouter ça sans le stress lié à la situation au téléphone. Ouais, je suis assez impressionnée à chaque fois de prendre la parole en public. Ouais, c'est chaud, c'est chaud. Mais t'inquiète pas, il dort, Master C, il fait chaud. Ouais, moi je dors pas. Merci, Iman. Bah merci. C'est Merci, cool, Iman. tu vois, je suis heureuse. Ah ben voilà, donc baigne-toi dans ce sentiment-là. C'est exactement ça l'idée. Bah ouais. Merci, Iman. Je vais me baigner. Merci beaucoup. Merci. Bon Salut. dimanche. Ciao. Merci, Iman.
Ça me rappelle ce que tu disais, si je croisais la femme de ma vie dans la rue, est-ce que je saurais la reconnaître? Oui, ouais, c'est ça. En fait, on sait que reconnaître, finalement, et c'est là que c'est vraiment bizarre le truc, c'est qu'on ne sait que reconnaître nos manques. Si tu veux, en fait, c'est que nos rêves non aboutis que l'on cherche. Et en fait, on ne cherche pas nos rêves, on cherche les rêves qu'on n'a pas. Ce qu'on observe, en fait, dans le monde autour, c'est notre filtre, il est posé sur ce qu'on n'a pas. Donc tu peux croiser 10 fois par jour ta princesse ou ton prince. Jamais, en fait, ta structure va dire « Ah, elle est là ». On a tous remarqué, en fait, que c'est dans une période d'abandon de cette quête que ça se présente. Donc, l'idée, c'est de dépasser la quête d'une situation pour renouer, en fait, avec la quête de sentiment. Parce que le sentiment, en fait, est bien plus à même de créer, de recréer et de recréer ce sentiment. D'ailleurs, c'est toujours ce qui se produit. Si tu as le sentiment d'être abandonné, tu vas voir avec le génie, la vie te redonne l'occasion de le sentir, cet abandon. Mais en fait, ça marche aussi dans l'autre sens, évidemment. C'est Léla. Allô, bonjour. Léla. Bonjour à tous. Bonjour Ça Léla. va? Bonjour Franck. Alors j'aurais une question. Yes, Direct. La voici. merci. Comment faire bouger ma structure afin d'agir librement? Waouh, c'est tellement clair que ça en devient louche. Bouger ma structure librement, c'est ça que tu poses? Non, bouger ma structure afin d'agir librement. Ok. Et qui t'empêche d'agir actuellement? Les attentes de mon entourage. D'accord. Donc en fait, tu es en train de me demander, au fond, comment agir comme je veux sans jamais décevoir personne? C'est un peu ça. Je pense que ça va pas être possible, Leïla. Et Non. surtout, comment agir librement de façon à ce que mon action me fasse du bien à moi et que je n'attache plus d'importance aux attentes des autres. Alors, écoute, on va faire un peu de clarté dans tout ça. Le regard des autres, les attentes des autres, on y est assujetti. On a besoin d'être aimé, d'être validé, d'être soutenu, d'appartenir à un groupe et de quelque part à un certain niveau au moins leur plaire. Et le fantasme de moi je m'en fous, j'agis comme je veux, les gens pensent ce qu'ils veulent, les gens qui disent ça sont sur une structure inverse. La plupart du temps, le signe même de prononcer cette phrase dit l'inverse. Le véritable sujet qui t'occupe est lié à un conflit de loyauté entre tes désirs et les désirs qu'on a pour toi. C'est ça? On est là-dessus? Exactement. Ok. Tu as un avantage immense sur bien des gens, c'est que tu connais tes désirs. La difficulté là-dedans, en fait, c'est d'identifier ce que tu as réellement peur de perdre si tu accèdes à tes propres désirs. Et ce qui est en dessous, en fait, c'est il y a plusieurs niveaux. Il y a le premier niveau, en fait, qui est celui que tu observes, c'est que si tu accèdes à tes propres désirs, tu perds la possibilité de te plaindre du sentiment d'être prisonnière. C'est-à-dire que ta structure, ton système s'est mis dans un angle de vue où aujourd'hui, être empêché est devenu un bénéfice pour toi. C'est-à-dire que être empêché justifie tout ce que tu n'oses pas faire. Tu comprends, Leïla, on est paralysé à l'idée d'être ridicule, à l'idée de déplaire, à l'idée de se tromper, à l'idée d'aller sur une mauvaise voie, à l'idée de souffrir. Et donc, ce qui nous arrangerait bien, ce serait de plus bouger une oreille pour être bien sûr de ne pas déplaire, pas souffrir et pas se tromper de voix. Mais pour pas bouger une oreille, il faudrait décemment que quelque chose nous en empêche. D'accord. Et toi, en fait, tu as trouvé comme combine
pour être sûr de ne pas te tromper. Donc, il s'agit, pour avoir une bonne raison de ne pas agir, tu te fais croire que tu es prisonnière alors que tu es une femme libre. Je comprends. Donc tu dois, si tu veux, inconsciemment, faire exister des barreaux d'une prison fictive afin d'en être victime pour justifier tout simplement tout ce que Leïla ne fait pas pour elle-même. Tous les voyages que je voudrais faire et que je ne fais pas. Tous les hommes que je voudrais baiser et que je n'oserais jamais. Tous les boulots en fait dont je rêve mais auxquels je ne voudrais pas postuler. Pour ne pas avoir à subir le poids de ma conscience qui me dirait « Ah merde, Leïla, tu t'es encore pas bougé le cul », je vais chercher un truc à l'extérieur. Et là, le truc à l'extérieur t'est fourni par une famille qui est un peu trop présente autour de toi. Donc finalement, cette présence autour de toi, elle peut être vécue comme de l'amour. Je suis entouré, je suis guidé, je suis protégé, je suis soutenu. Et tu peux retourner cet amour, regarder l'autre polarité qui est « on me veut comme ça et pas autrement, je n'ai pas le droit de me séparer d'eux, je n'ai pas le droit de m'émanciper, et donc je suis pieds et poings liés dans cette situation. » Oui. En fait, tu es en train de te servir de ta famille simplement pour justifier, pour créer une sorte d'alibi à ton propre manque de courage à oser aller vivre ta vie, c'est-à-dire oser se tromper. D'accord. Si tu veux, Leïla, si tu te fies à ton expérience plutôt qu'au reste, tu t'apercevras que tout ce qui est arrivé de magnifique dans ta vie est arrivé par erreur. Ton plus bel amour, c'était une erreur, c'est-à-dire une succession de hasards rocambolesques qui ont fini par créer cette rencontre, cette aventure et la relation. Et par contre, lorsque tu vises quelque chose et que tu finis par l'obtenir avec la force de ta volonté, de ta persévérance, et que tu t'es dit « je veux absolument ça », ça n'a jamais été aussi magnifique que ce qui arrive par erreur. Je crois que si tu renoues avec cette notion toute simple qui est que on a le sentiment de se tromper, on a le sentiment que tout va s'écrouler, on a le sentiment qu'on va faire une grosse connerie, mais en fait c'est le signal que quelque chose de neuf va se passer. C'est le signal que tu es en train de déborder tes propres lignes habituelles. C'est le signal que tu es en train de te permettre d'oser aller respirer un air un peu plus neuf. Donc en fait, si tu veux, c'est comme ça que je vois ta situation aujourd'hui, Leïla. Pour moi, en fait, tu as pris l'habitude de respirer un air qui n'est pas dangereux, mais qui est l'air de l'enfermement. Lorsque l'air neuf du dehors se fait sentir, la peur survient et le sentiment de la prison avec. C'est très juste. L'idée, en fait, ce serait de prendre le signal du goût de l'air frais, le signal de ce vent du dehors, de le prendre en fait comme le signal de enfin quelque chose de magnifique va se produire, c'est-à-dire une erreur va enfin arriver. Pourquoi tu as besoin d'une erreur? C'est parce qu'aujourd'hui, Leïla, tu fais tellement attention de ne pas te tromper que plus rien ne bouge. Tu fais tellement attention de ne pas troubler la surface de l'eau que tu ne plonges pas et que tu t'emmerdes. L'idée, en fait, c'est que le vent frais du dehors, il est le signal de la peur, il est le signal de « je fais une connerie », il est le signal de « je devrais pas », il est le signal de « on va m'empêcher », il est le signal de « ils voudront jamais », il est le signal de tout ça. Et au fond, il est le signal de « enfin, tu es en train de vivre la vie de Leïla ». Je comprends totalement. Cool. Tout ça, Leïla, c'est posé sur un autre truc, qui est le jeu de cache-cache avec la famille et ses attentes, c'est-à-dire la Leïla du dehors, celle que tu te permets d'être lorsqu'il n'y a pas les yeux de ton père sur toi, et celle que tu es lorsqu'il y a les yeux de ton père sur toi. Ce jeu de cache-cache entre une Leïla et une autre crée un cloisonnement, une vie compartimentée, qui fait que tu as le sentiment d'être en prison parce que tout simplement tu es obligé de te cacher des choses à toi-même. Tu t'emprisonnes toi-même. Tu es obligé de te les cacher parce que tu dois te cacher tes désirs, te cacher tes pulsions, te cacher plein de choses en fait que tu considères que ton père ne pourrait pas accepter de toi. C'est vrai. Plus tu vas faire confiance à ton père en arrêtant de faire de lui un ayatollah hystérique, prêt à bondir
à chaque coup de semonce et que tu lui fais un peu plus confiance quant à sa capacité de laisser sa petite fleur Leïla vivre sa vie comme elle l'entend, ça se passera mieux. Aujourd'hui, en fait, tu prêtes à ton père une rigidité qui n'est pas forcément la sienne, qui est peut-être la tienne. D'accord. Il est peut-être plus cool, plus ouvert, plus tendre que l'homme que tu aimerais nous vendre et qui, lui, serait un interdit flottant. Je comprends. Ok? Oui. C'est cool. Fais-lui plus confiance. Je pense qu'il y a plus d'espace dans l'esprit de ton père que ce que tu as imaginé jusqu'alors. Il faut pas confondre. Excusez-moi. Non, bah, je t'en prie. Déjà, je te tutoie depuis tout à l'heure, vas-y, tutoie-moi. Puis en plus, j'ai dit 7 gros mots dans la conversation. Si tu te mets à me vouvoyer, tu vas créer un tel décalage que je vais me sentir vulgaire. Mais, mais dans le truc avec ton père, tu sais, faut pas confondre la rigidité que mettent les papas dans leur éducation, tellement ils ont envie d'avoir des enfants qui tiennent debout, qui soient corrects et machin, et leur véritable rigidité. Ce sont des hommes, eux aussi ont des pulsions, eux aussi ont des désirs, eux aussi ont des manquements, eux aussi ont des doutes. Et ce n'est pas, ça n'est pas si monolithique, tu vois. Une fois que tu grandis, tu remets en cause un petit peu les parents et tu comprends que derrière la rigidité affichée, il y a leurs propres doutes à eux. D'accord. Mais tu voulais dire quelque chose, je t'ai coupé la parole. Oui. Alors, le personnage le plus rigide à mes yeux, c'était la maman. Ouais, ok. Ça marche. J'ai l'habitude de ce phénomène pour renvoyer dans tout le groupe. C'est le parent avec qui vous pensez que tout va bien, que en général ça coince, et le parent avec qui il y a un tas de problèmes, c'est là que ça coince pas. Parce que finalement, là où il y a des problèmes, il y a de l'expression. Là où il y a des problèmes, il y a de la sortie énergétique. Là où il y a de l'embrouille, si tu veux, là où il y a des échanges virulents, etc., il y a de la circulation. Et parfois, en fait, c'est le parent qui semble être celui avec qui il n'y a pas de conflit, qui finalement est le plus oppresseur dans son silence, parce que c'est celui dont on a le plus peur du jugement. D'accord. Mais alors, je suis désolée, mais j'ai une question supplémentaire. Bah, vas-y, profite. J'ai l'impression que... alors, je ne suis pas quelqu'un de doux à 100%, dans la mesure où, avec mes parents, quand on a des discussions, c'est virulent, mais plutôt virulent des deux côtés. Quand on a des choses à se dire, on se les dit. C'est pas très tendre. Ça fait pas plaisir sur le coup, même si 5 minutes après, tout est oublié. Et du coup, c'est vrai que mes conversations virulentes, elles sont à l'égard de mon papa, mais aussi de ma maman. J'ai pas vraiment quelqu'un avec qui ça se passe mieux que l'autre, je dirais. Ok. Eh ben voilà, hein, de toute façon, tu as une piste. Après, papa, maman, hein, pour moi, c'est pas... Tu vois, on s'en fout. L'idée, en fait, c'est de renouer simplement avec cette vision toute simple. Quand tu sens le vent de l'inconnu, au lieu de tout refermer en disant je peux pas y aller parce que tout le monde va m'empêcher, prends conscience que le sentiment qu'on va faire une erreur, le sentiment qu'on va se tromper, et c'est simplement en fait le sentiment que enfin quelque chose va se produire. Laisse-le se produire. Va dans tes erreurs. D'accord. C'est ça l'idée. Ça va? Ok. Attends, juste un truc. Tac, 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 tac. Ouais. En fait, tu sais pourquoi c'est comme ça les discussions avec tes parents? C'est parce que vous êtes tout le temps tous d'accord. Parce que c'est ça le truc, hein. C'est que eux, en fait, ils sont virulents par amour pour toi. Toi, t'es virulente par amour pour eux. Et en fait, il y a tellement d'amour entre vous que vous pouvez vous permettre de vous gueuler dessus. Et s'il n'y avait pas cet amour, vous ne pourriez pas. D'accord. C'est parce que vous savez qu'à la fin, le sang réparera tout. Alors vous pouvez dire, vous pouvez exprimer. D'accord. Merci Leïla. Merci beaucoup. Merci Leïla. Merci. À la prochaine. Merci beaucoup. Le sang réparera tout. J'ai jamais entendu cette phrase. Bah oui, en fait, cette famille-là, comme on la sent, bah pour moi, ça renvoie sur mon Algérie, tu vois. Ouais. Mais il y a quelque chose dedans où je sais parfaitement que
en tout cas c'est vécu comme ça chez nous, on peut tous dire, parce qu'en fait on ne peut jamais arriver à l'irréparable parce qu'on porte le même sang. Et que ce truc-là chapeaute l'ensemble de nos relations. D'abord on a le même sang, après en dessous on peut tout faire, on peut rien abîmer. On a le même sang. Tu vois, c'est ça que je ressens. Il va. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Mélodie, Oui, bonjour Arnaud, bonjour Franck. Bonjour Mélodie. nous t'écoutons. Alors, en fait, donc, le schéma de mes relations amoureuses se répète et j'aurais voulu savoir ou connaître un peu ton angle de vue, Franck, sur ma question, ma situation. Yes. Ce qui m'a le plus interpellé en fait dans ta question, Mélodie, c'est que je me suis demandé si j'avais pas déjà parlé de ça 5000 fois. Tu sais, je parle très souvent des relations de couple, de comment on entre dans la relation en mode séduction, on pose le couple sur un mensonge de je t'aime pour la nuit des temps, puis après on passe son temps à découdre son mensonge. Enfin, tu vois, j'ai énormément parlé de ça et j'étais interpellé par l'idée que t'aies pas encore reçu d'éclairage là-dessus à travers tout ce qu'on a envoyé comme vidéo. Alors c'est possible, hein, tout le monde ne passe pas son temps à écouter du Lobvé, Dieu merci. Peut-être que simplement faut que je redise les choses, ou alors peut-être que tu t'es dit non mais tout ça, ça me concerne pas, moi c'est un autre truc. Peut-être. Oui, non, parfois, tu coches. Oui, ben, j'ai effectivement écouté pas mal de tes vidéos, donc effectivement peut-être que j'ai entendu mais que ça m'a pas parlé. Ah, ok. Ou alors que tu as besoin que je redise les mêmes choses mais que je les dise à Mélodie, pas à un groupe. Peut-être. Peut-être que du coup, s'il y avait ça, ça pourrait nous faire comprendre que ton système veut fonctionner d'une manière unique et qu'il y a une peur de ne pas être unique. Peut-être que ça peut naître de je suis fille unique et je veux que ça dure toute ma vie, ou je suis dans une rivalité de fratrie pour l'amour de papa et maman, et j'aurais voulu et j'aurais préféré que ma fratrie ne naisse pas pour rester le seul objet de l'amour. Je suis fille unique. Ok. Parce que du coup, en fait, cet enregistrement de ta structure de je suis la seule, c'est ce qui fait pour moi que tu n'as jamais entendu mes réponses, qui pourtant sont exactement celles dont tu pourrais avoir besoin. Mais Mélodie ne peut pas les entendre parce que Mélodie étant unique, il lui faut une réponse unique. Ça va, c'est pas désagréable à entendre ce que je dis là? Non, pas du tout. Ok. Parce que je pense que le schéma dans les relations amoureuses dont tu es en train de me parler, bah, il doit forcément tourner autour de ce désir d'être unique. Qui doit te rendre suffisamment chiante pour qu'on ait envie de te larguer au bout d'un moment. Là, par contre, c'est moins bien reçu. Alors, peut-être qu'il faut formuler le truc autrement. Peut-être que, du coup, ça te rend tellement dans une peur, panique de ne pas être le seul objet de l'amour que tu en deviens oppressante et que tu finis par flinguer tes relations avant qu'elles ne se terminent. Ouais. C'est pourtant moi qui, en général, mets un stop. Ouais, c'est ça. Je flinguais tes relations avant qu'elles ne se terminent. Ouais. Je savais qu'il fallait que je le formule dans le sens là, puisque évidemment, Mélodie n'est pas larguée. Mélodie largue. Ouais. Tu vois, en fait, ce qu'il y a en dessous, hein, c'est... Il y a un truc de... attrape-moi si tu peux. C'est ça que je ressens dans ton énergie. C'est-à-dire, celui qui me mettra la main dessus est pas né. C'est moi qui dirige l'action du début à la fin. L'autre n'est pas mon compagnon, l'autre est mon outil de jouissance. Et je ne veux rien miser dans la relation. C'est-à-dire, j'entre dans la relation en m'assurant que je pourrai en sortir sans avoir perdu quoi que ce soit. Et c'est ce qui aboutit en fait à la rupture dans la relation. Je crois, Mélodie, en fait, qu'il n'y a aucun moyen de vivre des relations amoureuses sans y laisser des plumes.
Et ta tentative de ne pas y laisser la moindre plume fait que du coup, la relation commence avec juste l'attente que l'épée de Damoclès descende tout doucement jusqu'à trancher le lien. Tu vois le truc comme je le vois? Allô? Je sais pas. Ouais, ok. Ouais, non, c'est chaud à entendre du premier coup, hein, ce que je suis en train de te dire. Je crois que le truc qui est en dessous, c'est que tant que tu offres pas Mélodie, personne ne peut s'offrir à toi. D'accord. Pour moi, le schéma répétitif, il est là-dessus. C'est tu fais un couple en étant unique. C'est pas jouable. Un couple, c'est deux, c'est pas un. L'idée, en fait, c'est de capter que tu as reçu à la hauteur de ce que tu as misé. Tu vois le truc? Ok. Ouais. Après, je vais pas vraiment trop loin en profondeur parce que je crois que tu la connais, Mélodie. Parce que dès que j'arrive en contact avec ton énergie, j'arrive en contact avec une femme très yang. Je peux te demander si tes couples, c'est des couples homosexuels? Non, hétérosexuel. Ok. Parce que tu as une manière d'entrer dans les relations, je le sens même dans la façon que tu as d'entrer dans la relation avec moi, d'une manière qui dit en substance je veux bien jouer avec toi, mais fais gaffe quand même. Ouais. Tu comprends? Tu trimbales autour de ton énergie une espèce de menace. Comme si à tout moment Mélodie pouvait péter un câble et envoyer tout chier. Et c'est tellement à fleur ce truc-là que tu vois, je te parle en prenant le temps et tout cool, parce que j'ai pas envie que tu me pètes à la gueule. Mais si tu veux, il y a un peu ça dans ton énergie, et je pense que quand tu as ce genre de structure, il y a quelque chose de l'ordre de la peur qui se mélange à l'amour. C'est-à-dire que les gens qui t'aiment, c'est sûr, parce que il y a quelque chose de très charismatique chez toi, de quelque chose où on s'attache, on se colle et on a envie d'être proche, mais en même temps, on est là aussi par peur de toi. Et si tu veux, je me permets d'élargir le spectre au reste de la famille, parce que je peux me permettre ou quoi, Mélo? Oui, tout à fait. Ok. Parce que j'ai le sentiment que même dans la relation aux parents, c'est exactement ce même doux mélange où on t'aime, t'es aimé, il y a ça, mais Mélodie est menaçante. Comme si tes parents avaient peur de tes pétages de câbles. Et que du coup, ils t'aiment, mais en même temps, ils te craignent. Et j'ai l'impression que tu as trouvé comme stratégie d'être aimé par la crainte. Et si tu veux, c'est une espèce d'amour fort, c'est puissant, c'est passionnel, parce qu'il y a quelque chose de tyrannique donc dans la posture magnifique de l'intensité que ça crée, mais quelque chose de tyrannique dans l'obéissance servile que ça demande à l'autre, de rendre Mélodie unique, alors qu'en fait, l'idée fondamentale, c'était de créer un truc à deux. Je vois ce que tu veux dire. Ok. Et je crois en fait que l'idée n'est pas de focaliser sur l'idée du couple, mais d'arrêter peut-être de faire de toi quelqu'un de dangereux, Mélodie. C'est vrai que la posture de la personne dangereuse, c'est quelque chose de cool parce que c'est puissant, c'est dangereux, donc du coup il y a aussi quelque chose de l'ordre de... c'est fascinant. Tu sais, le danger est fascinant. Les fauves nous fascinent, bien qu'ils nous fassent paniquer. Et je crois en fait que là, tu es arrivé au moment où il est peut-être judicieux pour toi de boucler la boucle de l'école et de l'adolescence, où tu as trouvé comme stratégie d'être dangereuse, simplement pour enfin te sentir aimé, respecté, et tenir à distance les plus relous, quoi. Aujourd'hui, rester dans la posture je suis dangereuse parce qu'à tout moment je peux te sauter à la gorge ou à tout moment je peux péter un câble, ça fait quelque chose de... je suis fatigué pour toi, tu vois, j'aurais envie de dire bon allez arrête, vas-y, tu vois. Ça me donne envie de ça, ça me donne envie de te dire vas-y arrête d'être forte, Mélodie, chiale un coup, laisse tomber et puis arrête d'être forte, arrête d'être dangereuse. Tant pis, reprends le goût d'être en situation de danger plutôt que d'être celle qui met les autres en situation de danger. Reprends peut-être
le goût d'être à deux dans une situation de danger. Parce que finalement, un couple équilibré, tu sais, c'est ça. C'est on mise tous les deux, on est dans le danger tous les deux. Tous les deux, on a misé, tous les deux, on a la trouille, tous les deux, on sait que si l'autre s'en va, on va descendre au fond du trou. Et c'est quand on accepte de vivre à deux ce danger que ça peut commencer de s'appeler de l'amour. D'accord. Ça va ? Ouais. Cool. Écoute, je sais que j'ai plus parlé à ta structure qu'à ta tête et que tu verras plus clair en réécoutant ça après. Maintenant, en fait, ne rejette peut-être pas d'un seul coup, ajoute ça à ton système peut-être, mais ne rejette pas d'un seul coup cette idée je suis aimé parce que je suis crainte. Regarde voir un peu ce truc-là quand même. C'est ce que je vais faire, ouais. Ok, parce que c'est pas agréable en fait de croire qu'on est aimé alors qu'en fait on est craint. C'est pas le même truc, tu vois. Moi je l'ai vu avec mes gosses où il y a des fois j'arrive pas à démêler de savoir s'ils agissent par amour pour moi ou par peur de moi. Et franchement, quand je me rends compte qu'ils agissent par peur de moi, ça a pas le même goût, tu vois. Ouais, tout à fait. Hein, ça gâche un peu le truc, en tout cas pour moi. Ouais, je comprends. Ok, bon. Et après, hein, j'éclaire ça, mais te mets pas à me foutre toute mélodie en l'air, c'est-à-dire à douter de tout ce qui est mélodie. Hein, Ouais. hein, ok. Tu portes bien ton prénom et l'artiste est juste derrière, c'est pas la peine de tout jeter. Hein. Ok. Ok, ça roule. Merci Mélodie. Merci Franck. Avec Merci, plaisir. Mélodie. À la prochaine. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci. Ce que tu dis là, ça me fait penser que récemment ma sœur m'a dit que ma fille n'osait pas me dire quelque chose. Et ça m'a fait une peine Ah, c'est dur à entendre. extraordinaire. Ouais. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai appelé ma fille, je lui ai dit, si tu n'oses pas me dire quelque chose, c'est que je te fais peur. Bah oui. Ouais. Ou au moins, elle a enregistré que tu pouvais retirer à ton amour à quelqu'un. C'est pas forcément que tu crées de la crainte chez l'autre, c'est que l'autre, en fait, pense que cet amour est volatile ou... Il y a un risque. il y a un risque. Et c'est ça. C'est ça. Et je crois, en fait, que... pour Mélodie, avec qui on parlait là, son vrai fond, c'est la douceur. Et c'est une... en fait, elle a la trouille de sa propre douceur. Presque, elle se trouverait trop bisounours, ou trop molle, ou trop gentille, ou trop fleur bleue, tu vois. Donc du coup, elle a développé un espèce d'avatar, un personnage qui passe au-dessus de ça, et qui lui arrive en force pour dire hey, « je suis pas une chochotte, alors commencez pas de me prendre la tête » avant même d'entrer dans la relation. Tu vois. Est-ce que ça pourrait être une peur qu'on abuse de sa douceur? Ouais, on est sur un truc comme ça en dessous. Elle est sur... chez elle, elle n'a pas tant peur de l'abus, elle a peur de se fourvoyer elle-même. Donc, elle a peur que son romantisme et la fleur bleue à l'intérieur d'elle l'illusionnent. Et elle a tellement peur de l'illusion, il y a tellement d'intégrité dans son système, si tu veux, que du coup, quand elle entre dans une relation, elle commence tout de suite à déménager tout ce qui sent un peu le pas clair, le pas net, le pas... Et comme une relation, c'est d'abord deux gros mensonges qui finissent par se dégraisser l'un l'autre jusqu'à arriver à un truc plus vrai, bah, du coup, elle est en galère, quoi. Ouais. Trop d'intégrité dans le système. Yva. Bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que tu es Lynn? Oui, je suis Lynn. Alors, bienvenue. Bonjour Lynn. Merci. Nous t'écoutons. Bonjour à vous deux. Quelle est ta question? Ma question, c'était ma quête et l'éveil spirituel depuis déjà quelques années, mais je n'y parviens pas. J'ai l'impression d'avoir des blocages. J'aimerais savoir pourquoi. Tu as des blocages pour atteindre l'éveil? Ben, comme ça ne fonctionne pas, j'imagine que j'en déduis que c'est des blocages. Ok. T'es bien la seule, hein, parce que tout le reste du monde est éveillé. Hein. Ouais. Donc, il y a encore des gens qui cherchent l'éveil. Oui. Si tu le trouves, donne-nous l'adresse quand même au cas où. Ok. Ok, voilà, je comprends. Vous allez vous moquer de moi pendant 5 minutes? Non, Lynn, t'es en train de rechercher un état qu'on ne trouve que lorsqu'on ne cherche pas.
Donc c'est très Ok. compliqué. Hein, c'est, si tu veux, un espèce de phénomène impossible. La quête de l'éveil, c'est la même image que quelqu'un qui essaye, tu sais, on le voit avec un enfant de 2 ans et demi qui joue au ballon sur une pelouse. Et lorsqu'il s'approche du ballon, avec ses petites jambes, au moment où il veut l'attraper avec ses mains, il shoot avec le pied. Alors il remarche, il s'approche du ballon et il va pour l'attraper avec les mains, mais il re-shoot avec le pied. Et c'est ça, chercher l'éveil. Plus tu le cherches, plus tu le repousses. Parce que l'éveil, si tu veux, mais là, hein, je ne suis pas forcément sur ta vision de l'éveil, on est bien sur la mienne en tout cas. Pour moi, l'éveil, c'est un état de naissance chez l'humain. Nous sommes éveillés de naissance. Ok. Et en fait, la posture de totale inconscience de ceux qui ne se sont jamais posé de questions à propos d'eux et qui sont simplement en train de vivre leur vie au premier degré, sans le moindre recul, sans la moindre quête, sans la moindre recherche, c'est ce qui m'apparaît aujourd'hui comme étant le plus proche de l'éveil. C'est-à-dire cet endroit où je joue simplement ma partition, je suis moi sans aucun recul sur moi, je suis en train de vivre sans aucun recul sur la vie, je suis en train de tout prendre au premier degré comme si tout était extrêmement sérieux et définitif. Et dans cette posture de totale inconscience, je retrouve les qualités de l'éveil, si tu veux. C'est-à-dire que là, à cet endroit-là, je suis simplement dans ma spontanéité, en train d'agir et de réagir en fonction de mes enregistrements, de mes croyances, de ma domestication, de ce que j'ai compris du monde, mais sans le moindre recul. Et cette posture, en fait, d'être un être domestiqué qui s'ignore et de quand même pouvoir jouir de cette spontanéité, de croire que tout est là, normal, et de vivre, c'est la posture de l'éveil, pour moi aujourd'hui. Celle que tu es en train de rechercher, c'est peut-être, Lynn, hein, tu n'hésites pas à démentir hein, s'il y a besoin, c'est la posture de l'éveil qu'on recherche, c'est quand on recherche simplement son état d'enfance alors qu'on est adulte. Donc rechercher son état d'enfance, c'est retourner à l'endroit de sa totale inconscience, où je suis simplement une conscience traversée qui n'est pas réellement présente. Je ne suis pas un sujet, je n'ai pas d'identité, je suis simplement une conscience observant le champ des possibles se dérouler au fur et à mesure devant moi. J'ai un enfant de 6 mois en ce moment, Lynn, à la maison, et je peux te dire qu'il est dans l'éveil total. C'est-à-dire qu'il n'a pas de personnalité, il n'a pas d'identité, il ne sait même pas qu'il est lui, il croit qu'il est sa mère, qu'il est son père et qu'il est la table. Il est tout. Il ne sait pas qu'il est lui, et il est dans la posture de l'éveil, puisqu'il est dans la totale spontanéité. Il n'y a aucun calcul de savoir ce qui est authentique ou pas, de l'ordre de la domestication ou pas, de l'ordre des croyances ou pas, de l'ordre de ce qui est vrai ou pas. Il est simplement là. Et je pense que c'est notre état originel. Et je crois qu'il n'y a qu'un seul moyen de s'éloigner de cet état, c'est de le rechercher. Ok. Je comprends ce que vous dites. Après, ce qui peut être judicieux simplement pour toi, Lynn, mais les gens ne renoncent pas à la quête d'éveil si facilement. Ce qui peut être judicieux pour toi, c'est de te demander quelle est la véritable quête sous-jacente. Qu'est-ce que tu comptes obtenir avec l'éveil ? Un état de bien-être, de l'impression de retourner à la maison. Un peu ça. Mmh. Ok. Et tu crois pas que tu retourneras à la maison en quittant cette terre ? Oui. Et donc, tu n'as pas le sentiment que ce que tu es en train de rechercher, au fond, d'une manière, j'imagine, non consciente, c'est simplement la mort ? Vu de cette façon-là, c'est logique, mais par contre, c'est pas comme ça vraiment que je le voyais. Là. Ouais. Moi, c'est comme ça que je l'observe pour une raison toute simple, c'est que il n'y a pas beaucoup de systèmes pour fuir le plan de l'humain. Mais l'éveil, c'en est un. C'est une tentative de fuir le plan d'incarnation. C'est-à-dire, je veux m'éveiller lorsque je ne supporte plus le meurtre, la violence, la bêtise, le mensonge, l'illusion.
Et donc, en fait, ce que je ne supporte plus, c'est l'humanité. Et du coup, ne supportant plus l'humanité, je cherche à m'éloigner de ce qui fait de moi un humain, c'est-à-dire être quelqu'un de conditionné et de réactif, pour devenir, si tu veux, simplement une autre part de nous, hein, qui est existante, qui est réelle, qui est devenir sa conscience. Ok. Au fond, ce qui est en train de se produire, c'est une tentative de fuite du plan de l'humain. Ok. La fuite du plan de l'humain se fera avec la perte du corps. Mhm, mhm. Et tu auras ce sentiment de rentrer à la maison lorsque tu mourras. Oui. La vraie question, c'est pourquoi n'as-tu pas le sentiment d'être à la maison lorsque tu es sur Terre alors que tu es terrienne? C'est une bonne question. Oui, c'est celle-là qu'il faudrait se poser. Et la question qui est en dessous, enfin la réponse est évidente. Si tu ne te sens pas terrienne et si tu n'acceptes pas d'être terrienne, c'est parce que tu refuses de nous ressembler. Nous, les prédateurs, nous qui mangeons de la viande, nous qui faisons peur à nos gosses, nous qui ne nous battons pas contre la mort des baleines, nous qui ne revendiquons pas des salaires égaux pour les femmes, voilà. Et du coup, voulant t'émanciper de la connerie humaine, bah, tu es obligé de t'émanciper de l'humanité. Ok. Ce qui est pour moi une tentative de suicide déguisé. Ah. Oui, c'est comme ça, vraiment, sincèrement, c'est comme ça que je le vois. Ok. Ok. Voilà. Pour moi, l'éveil, c'est quand je prends conscience que le bien et le mal sont les inventions de mon esprit pour que je puisse m'auto-juger et me quantifier. Et la posture de l'éveil, c'est vivre ce bien et ce mal dans une totale inconscience, pleinement pris dans la matrice, en train de vivre la vie au premier degré. Ok. C'est mon angle de vue sur l'éveil. Ok. Bien d'autres personnes en robe safran te donneront d'autres versions. Mhm, mhm. À toi de voir ce qui résonne pour Lynn. Ouais. Ben, merci beaucoup. Ça m'apporte une vision pour laquelle je vais réfléchir. Tu sais, moi, si je te parle de ça comme ça, c'est parce que j'ai cherché ce que tu cherches pendant des années. Ouais. Et si je cherchais ça, c'était parce que je ne voulais pas ressentir certaines émotions, tout simplement. Ok. Moi, en fait, l'image d'un enfant éthiopien de 3 ans en train de mourir de faim, quand je vois ça, j'ai dans la seconde envie de décoller d'ici et de me barrer. Ouais. Pendant des années, en fait, j'ai refusé d'accepter les émotions que ça générait en moi, ça. Ok. Et refusant, en fait, ces émotions, j'ai cherché à me distancier du monde émotionnel, en comprenant que je n'étais pas identifié, que je n'étais pas l'identité, que je devais simplement laisser les choses être ce qu'elles sont et le champ se dérouler. Enfin, t'as compris le truc, parce que t'as les 2 pieds dedans. Mhm. Mais au fond, j'étais simplement en train de faire un déni de mon humanité, c'est-à-dire de ce qui hurle en moi lorsque je vois ça. Ok. Ouais. Donc, c'est de s'incarner. Une solution de progresser, ça serait de m'incarner vraiment. Évidemment, l'éveil ne peut pas s'accompagner de la fuite du corps. L'éveil, c'est l'intégration totale du corps, donc de tout ce qui s'y produit. Maintenant, je te dis, il y a énormément d'écoles qui te demandent de laisser ce qui se produire à l'intérieur de toi et de simplement l'observer, etc. Moi, c'est pas trop ma came. Je suis plutôt sur vivre la chose pleinement comme un humain, c'est-à-dire prendre mon émotion en pleine face, pleurer ce que j'ai besoin de pleurer, hurler ce que j'ai besoin d'hurler, mais je ne cherche pas à avoir une posture spirituelle face à l'horreur du monde. Je n'ai pas envie de l'excuser, je n'ai pas envie de l'observer, j'ai envie d'en avoir mal, j'ai envie d'en souffrir, j'ai envie d'être dedans et j'ai envie de le vivre avec eux. Ok. Ok. Voilà, mais attention, hein, je ne suis pas un type éveillé. Non, c'était pas une blague, hein, c'est pas une blague, je ne suis pas du tout un type éveillé, je crois pas. Hein. Ok. Ben, merci beaucoup, ça m'aide beaucoup. Avec plaisir, Lynn. Merci. Merci. Bonjour. Merci, Lynn. Ça me fait penser que pour expliquer comment se passe la ligne directe, parce que le bel accent de Lynn me fait penser que on a dans la sélection qui est ici, on a des gens d'Australie, d'Allemagne, d'Espagne, du Maroc, qu'est-ce qu'on a encore? Belgique aussi.
Mais la Belgique, c'est pas un département français. Et donc, quand on a fait la sélection, on vous appelle pour vérifier les numéros de téléphone. Et donc, lors de la ligne directe, Yva, qui est derrière nous, vous appelle et vous met en relation avec nous. Voilà comment ça se passe. Yva? Parce qu'on a eu une question, c'était est-ce que vous payez, c'était Lynn qui l'a envoyé par mail d'ailleurs, est-ce que vous payez les frais de téléphone interurbain? Comme je ne sais pas ce que c'est, je suppose. J'imagine que de là où elle appelle, ça pouvait compter sur. J'imagine. Bonjour, Stéphanie, je présume. Oui, bonjour. Bonjour Stéphanie. Salut Stéphanie. Bonjour. On t'écoute. Alors, ma question est comment se reconnecter à son identité originelle et sans se laisser leurrer par nos croyances, nos peurs ou notre conditionnement. En fait, pour être plus précise, je suis atteinte d'endométriose et j'ai l'impression que tant que j'aurais pas renoué avec qui je suis vraiment au fond de mes tripes, j'aurai toujours cette maladie. C'est exact, c'est assez bien vu. Okay. Effectivement, seulement la réponse est tellement simple qu'elle te crève les yeux, Stéphanie. Qui tu es vraiment, vraiment au fond de tes tripes et qui n'est pas accepté et qui génère les symptômes que tu connais, c'est une femme. Oui. Et voilà l'être originel. Oui. Tu es une femme et c'est le seul sujet de tes symptômes. Accepter d'être une femme. Eh oui. C'est ça qui est en dessous. D'accord. Alors, tu sais, aujourd'hui, il y a énormément de femmes qui salissent les femmes à l'intérieur d'elles. Comment on salit une femme à l'intérieur d'une femme? C'est simple, lorsqu'une femme veut être l'égale d'un homme, elle salit les femmes en elle. Lorsque une femme revendique ses droits et son pouvoir, elle fait un déni de ses droits et de son pouvoir, de ce qu'elle porte vraiment. C'est assez incroyable d'ailleurs ce que j'observe à ce niveau-là. Après, je ne vais pas y aller avec ta question, c'est-à-dire que je ne vais pas creuser trop ce sillon-là, parce que je pense que ça nécessiterait peut-être l'intervention de ma femme. Ce serait peut-être plus facile à entendre si une femme disait ce que je suis en train de dire, parce que sinon je pourrais être taxé d'eux. Mais je trouve quand même ahurissant qu'en 2019, on jette le sang menstruel dans les poubelles et dans les chiottes comme si c'était le pire truc, le plus dégoûtant, comme si c'était une ordure, alors que c'est le liquide le plus puissant sur cette planète permettant de créer et de recréer la vie humaine. Et ça en dit long en fait sur comment on peut se piétiner toute seule dans son pouvoir féminin et après se mettre à le rechercher à l'extérieur alors qu'il était à l'intérieur. Oui. Ça en fait c'est le volet endométriose, mais je crois en fait que ce que j'ai surtout envie de te dire, Steph, c'est que on n'a pas d'identité originelle. Tu sais le truc que tu es en train de dire à propos de je voudrais retrouver le vrai moi, mais sorti des domestications, sorti des leurs, des faux semblants, des croyances qui ne sont pas les miennes, ou même de mes propres croyances. Et je voudrais retrouver en fait le truc neuf au fond. Si tu fais bien le travail, et que tu creuses bien, et que tu enlèves tout ce qui est de l'ordre de la croyance, puis tout ce qui est de l'ordre de la pensée, tu vas arriver dans la vacuité. Et tu t'apercevras en fait que la véritable nature originelle de Stéphanie, c'est le vide. Et je peux te dire que ça va t'aider juste à rien du tout. D'accord. La véritable nature de l'humain, c'est possibilité. C'est-à-dire tout espace, toute possibilité, toute vacuité. Et la clé, elle n'est pas là. La clé, elle est dans comprendre que ton être véritable, c'est l'être domestiqué que tu es. Le vrai truc qui est accepté chez Stéphanie aujourd'hui, c'est la Stéphanie de maintenant, celle qui est en train de me parler. C'est-à-dire, il n'y a pas un truc plus vrai que toi. Tu es une femme qui a vécu des bons trucs, des mauvais trucs, qui est domestiquée, qui est blessée, qui est aussi enjouée, qui est curieuse, qui est tout ça, et c'est ça que tu es. Il n'y a pas un vrai truc plus profond. D'accord. L'idée, en fait, c'est
d'accepter le point d'aujourd'hui comme étant le point de départ, plutôt que de chercher à un autre point de départ originel qui serait meilleur parce que plus ancien. Oui. Si tu veux, ce qui est marrant avec la domestication, en tout cas, j'en parle pas souvent, mais je crois que j'ai besoin d'éclaircir ce point-là pour tout le monde. Moi, ça me fait doucement sourire, ces histoires de domestication, de gouvernement mondial, de l'éducation, du poids judéo-chrétien, de tous ces trucs-là. En fait, ce qui me fait rire avec tout ça, c'est que tout ça, on le digère allègrement. C'est-à-dire qu'un humain peut prendre n'importe quelle énergie et la transformer en ce qu'il veut. Et donc, oui, on est domestiqué, oui, d'accord, ouais, ok, on a fourgué des idées, ouais, quand on regarde un spot de pub, il y a un truc qui se passe dans notre cerveau qui fait que comme des cons, on va aller l'acheter 2 jours plus tard, c'est pas un problème, j'en ai rien à cirer. Je suis un type domestiqué, je ne cherche pas à voir clair, je ne cherche pas à ne pas être leurré, je m'en fous éperdument, parce qu'il y a un truc qui est inviolable chez moi, qu'on ne pourra jamais, en fait, venir rechercher, et qui est simplement ma capacité de te parler comme j'ai envie de te parler. Oui. Je peux à tout moment reprendre la main sur moi et dire attention, ce que je vais dire vient de moi, voilà ce que je dis. Ou alors je peux continuer de parler sans savoir que ce qui parle à travers moi, c'est ma prof de français de 5e, mon papa autour de la table, et ainsi de suite. Mais à tout moment, je peux refaire, hop là, regarde, je te parle. Et je dis que ce que je veux. Tu comprends le truc? Oui, je comprends, mais je trouve que c'est difficile des fois d'avoir ce discernement-là de qui parle, justement. Justement, moi je ne cherche pas à savoir qui parle, Oui. je prends la décision de parler. Oui. Alors en fait, il y a les fois où Stéphanie parle, et là on ne sait pas qui parle, et il y a les fois où Stéphanie va se dire « Ah, je m'exprime », et là c'est Stéphanie qui va parler. Et ce truc-là, en fait, il est inaliénable. On ne peut pas te le retirer. On peut te fourguer tout ce qu'on veut dans la tête et machin. Si toi, tu as juste ce petit mouvement de conscience de dire « Attention, je vais parler », tu peux là choisir chacun des mots, la tonalité, les gestes, les postures que tu vas avoir, du moment que tu te souviens que c'est toi qui parles. Donc l'idée que Stéphanie devrait retourner à un endroit plus originel pour ne plus avoir subi tout ce lavage de cerveau pour... Non. Ça, c'est une fausse piste. Le vrai truc qui est en dessous, en fait, c'est... personne ne peut t'empêcher d'aimer comme t'aimes. Voilà, c'est tout, Stéphanie. C'est pas la peine de te prendre la tête avec le reste. T'aimes à ta façon. Je sais qu'en dessous de ta question, c'est une histoire d'amour. Parce qu'il n'y a que ça qui te bouge, et sinon tu n'aurais jamais pris le temps de poser une question. Et que, en fait, personne ne peut t'empêcher d'aimer à ta façon. C'est ça, en fait, le truc que moi j'ai envie de te dire qui peut être une clé vraiment pour toi dans ta vie. Tu as ta façon d'aimer, elle peut être qualifiée de ceci, cela par le monde entier. T'en as rien à cirer, c'est ta façon à toi d'aimer, et en fait, dès que tu t'en rappelles, Stéphanie, tu peux aimer comme Stéphanie aime. D'accord. Est-ce que tu vois pourquoi je te parle d'amour? Oui. Oui. Mais oui, tu sais quoi? Des fois, Stéphanie, tu te rends dur alors que tu as envie d'être douce, juste parce que tu as peur qu'ensuite tu ne sois pas respectée. Des fois, tu te rends désagréable alors que tu as envie d'être cool, juste pour pas qu'on te prenne pour une conne. Des fois, tu repousses alors que tu as envie d'étreindre, juste parce que tu as peur qu'on profite de toi. Mais arrête. Si toi t'aimes d'une façon douce, si tu aimes prendre dans les bras, si tu aimes... c'est bon. Fais comme t'aimes être. Arrête en fait de modifier ta façon d'aimer en fonction de ce qui pourrait arriver après. D'accord. Ça va? Ouais, ça va. Ok. Moi, ça me parle de ça, ton truc là, de revenir à quelque chose de plus vrai. Il n'y a rien de plus vrai que toi maintenant. Tu vois? Oui. Voilà, faut qu'on arrête d'acheter les trucs de oui, machin, on est galvaudé, on est dégénéré, on doit revenir à notre source. Ça va 2 minutes, là, c'est bon. Foutez-nous la paix, on est comme on est, et on part de là tout de suite où on est. Voilà. On va pas être obligé de refaire le monde pour avoir le droit de vivre. T'imagines que sinon, avec ce truc-là, faudrait, Steph, que pour que tu aies le droit d'aimer avec ta qualité d'amour,
Il faudrait attendre que le monde entier soit dans l'amour pour qu'enfin Stéphanie se dise « Ah, ça y est, tout le monde aime, je peux y aller ?» Laisse tomber, on va prendre le chantier là où il est, et on est des êtres domestiqués, aveugles, hypnotisés, et pourquoi pas, et alors? Ça va pas nous empêcher d'aimer comme on veut. D'accord, ok. Voilà. D'accord. Eh bien, merci beaucoup. Bah, merci pour ta douceur, c'est une énergie super agréable. Merci. Merci, et puis à bientôt. À bientôt. Merci Stéphanie. Merci, au revoir. Ça me semble pas facile quand même d'être dans une situation où tu as une maladie et d'entendre quelqu'un qui te dit sois qui tu veux être. C'est le lien entre cette phrase. Je comprends. Et le fait de Après, la j'ai pas tout lié, mais les symptômes qu'elle a avec sa maladie, au fond, c'est une peur fondamentale des tripes, de la fragilité qu'elle a d'être une femme. Pour moi, c'est comme ça que je l'aperçois, hein, de là où je la regarde, son endométriose. Et du coup, en fait, pour lever ces symptômes-là, on a juste à lui redonner le droit à sa fragilité. En fait, c'est une nana sensible, subtile, délicate, tu vois, tu sens son énergie, tu as vu comment c'est tout doux. Et du coup, elle a peur, avec sa douceur, qu'on la prenne pour une conne, qu'on abuse d'elle, qu'on ne la respecte pas, que machin. Et ça peut générer une maladie, ça. Et ça, en fait, ça fait que du coup, elle met en déni sa propre féminité. Le corps est obligé d'agir en fonction de ce déni. Mais c'est ce dont tu parles, c'est pas spécifique à la féminité. C'est spécifique à Stéphanie, je suis en train de répondre à Stéphanie. La féminité peut revêtir différents dangers pour une femme. Chez elle, en fait, ce qui est dangereux, c'est qu'elle est douce. Ce qui est dangereux, en fait, c'est que elle a plutôt facile à dire oui que dire non. Elle a plutôt facile à pardonner qu'à machin, tu vois. Et du coup, elle finit par se dire, merde, mais je suis pas assez gardienne de mon monde, gardienne de mon énergie, ils vont pénétrer, ils vont, tu vois. Et si elle veut plus être femme, ou si elle met la femme en déni, c'est pour ressembler à un homme? C'est pas la femme qu'elle met en déni, en fait, c'est sa façon d'être femme qu'elle met en déni, donc sa féminité. D'accord. Et elle la met pas en déni, elle essaye de l'annuler pour être respectée, aimée, nanani, nanana. Elle croit en fait que si elle n'est pas respectée, c'est parce qu'elle est trop molle, trop douce, donc elle en devient dure. Et son ventre obéit à ce déni-là. C'est une perspective, hein, ça ne parle pas de l'ensemble de cette maladie-là, mais en fait, chez elle, c'est par cet angle-là que je le vois. Ne perdons pas de vue que la plupart du temps, c'est mettre au monde un enfant qui fragilise une femme. Tout simplement parce que dans la lignée, sûrement, c'est sûrement le cas de Stéphanie, elle a juste à demander à sa mère ou à sa grand-mère, il y a une femme qui s'est retrouvée à devoir vivre avec un homme parce qu'elle a eu un enfant. Donc c'est bien son système reproductif et ce qui fait d'elle une femme qui l'a mise en danger de vivre 30 ans avec un mec qu'elle n'aimait pas. Ouais. Tu comprends? Ouais. Donc c'est là en fait que d'un seul coup, se reproduire devient dangereux. Et donc, être une femme qui peut se reproduire devient dangereux parce que je peux accoucher d'un enfant boulet qui me met à la colle avec un type que j'aime pas. Ça, c'est ce qui est dans la lignée. Et après, quand ça redescend dans son corps, ça arrive sous cette forme-là. Je suis fragilisé par ma possibilité que quelqu'un qui me veuille du mal me fasse un enfant. Si c'est dans la lignée, pour travailler avec la lignée ou pas? En fait, en travaillant à son niveau, elle travaille sur la lignée, et en travaillant sur la lignée, elle travaille à son niveau. Tout ça, c'est des portes, on prend la porte par l'angle de vue qu'on veut. Moi, je suis pas trop sur la mémoire cellulaire, mais plutôt sur l'énergie comme ça, directe. Donc, je passe et je tente cette porte-là avec Stéphanie, qui est d'informer son système que sa force, c'est sa faiblesse. C'est-à-dire que cette capacité, enfin, ce qu'elle pourrait appeler sa faiblesse, hein, cette capacité d'aimer encore, et d'aimer quand même, et d'aimer on s'en fout, c'est une force inouïe. À pas confondre. Je pense qu'au contraire, la lutte et la posture de on ne m'envahira pas rend les gens éminemment fragiles. Je vois les questions des gens qui ont peur d'être abusés, peur d'être dominés, peur d'être envahis, peur d'être pénétrés, peur de la sexualité. Tout ça, en fait, sont des gens qui sont gardiens de leur énergie. Ah ouais. Quand tu n'es pas gardien de ton énergie, d'un seul coup, il y a moins d'attaques. Plus il y a de gardiens, plus il y a d'attaquants. Yva,
Donc là, tu parles à sa structure autant qu'à son mental, quand tu parles comme ça? Oui. Ouais. Oui. Plus à sa structure qu'à son mental, en fait. Bonjour. Allô? Allô. Oui, bonjour. Bonjour, Sophia. Oui, bonjour. Bonjour. Oui, bonjour. C'est Franck? Oui, bonjour. Quel est ton prénom? Alors, je m'appelle Sophia. Voilà, bonjour Sophia. Bonjour, Sophia. Oui, bonjour. Alors, voilà, je suis très contente donc de pouvoir te parler, Franck. Oui, C'est bonjour. mon anniversaire, j'ai 55 ans, donc c'est génial. Mon problème est le suivant. Je me retrouve complètement en quasi-bipolarité devant le souci de vouloir partir au Canada, rejoindre mes enfants pour m'extraire d'un milieu très lourd. La porte pour moi, c'est préparer un concours de médecine et donc le devoir, peut-être le besoin de racines ici au Maroc, un cabinet médical qui a 20 ans. Et je me suis surpris vraiment à des extrêmes ces derniers jours, même demander à quelqu'un qui veut prendre le cabinet. Alors, je voulais avoir ton avis, Franck. J'ai pas entendu ta dernière phrase parce qu'on a une liaison un peu hachée. Mais tu disais quoi ces derniers jours avec le cabinet? Un jour, je vais partir au Canada et je prépare mon concours de médecine. Et donc, est-ce que quelqu'un peut prendre le cabinet médical? Et l'autre jour, non, c'est pas possible. Les gens ont besoin de moi. J'ai besoin des racines ici au Maroc. Donc là, c'est devenu très, très intense ces derniers temps. C'est douloureux à gérer. Ok, ça roule. Voilà. D'accord. Alors, Voilà. je t'en prie, Sophia. Tu sais que les humains, au contraire des arbres, ont des racines mobiles. Ok. Et ton Maroc, tu l'emmèneras partout avec toi, où que tu sois. Merci. Tu n'as pas besoin d'être debout sur ce sol-là pour ressentir la présence de tes ancêtres qui sont dans ce sol. Merci. Très bien. Avec plaisir. Le saut que tu veux faire dans l'inconnu est une démarche d'abandon. C'est-à-dire que c'est la démarche qui consiste à s'abandonner à la vie, au destin, à Dieu, à ce en quoi tu crois, Sophia. Oui. Et donc, comme tu es dans une démarche de t'abandonner à la vie, surgissent toutes les oppositions qui te disent « tu vas nous abandonner ». Tout à fait. En fait, ces oppositions extérieures sont les reflets d'une opposition intérieure. Lorsque tu dois t'abandonner à la vie, tu as peur que la vie t'abandonne. Absolument. Et surtout la vie matérielle. Oui, on a compris. Qui me fait manger. Ouais, j'ai compris. Maintenant, en fait... Oui. Allô? Oui, je suis là, je suis juste en train de visiter chez toi. Excuse-moi, Franck. Non, je t'en prie. Ce qui se produit en fait en dessous, c'est tu pars pas pour les bonnes raisons. En fait, c'est cool ce que tu es en train de faire. C'est cool de ce saut dans l'inconnu, mais tu es en train d'essayer de faire en sorte de sauter dans l'inconnu sans que l'inconnu soit inconnu. Tu es en train de dire je vais faire un saut dans le vide en totale sécurité. Oui. C'est comme si tu étais passer un concours de médecine. Oui, non, mais le concours de médecine, en fait, il est là justement comme un garde-fou. J'ai l'impression en fait que tu as déjà un métier, que tu as déjà un talent, que tu sais déjà parfaitement faire tout ça, et que tu es en train de préparer l'avenir en pensant que là où tu vas aller, tu seras tellement illégitime qu'il va falloir que tu puisses prouver que tu es une bonne personne. Tu es en train de chercher à obtenir un diplôme pour légitimer quelque chose que tu fais déjà. Non, parce que le Canada, tu peux pas atterrir comme ça, Franck. Ouais, c'est ça.
C'est ça. T'as pas le choix. Il y a des lois là-bas. C'est ça. Eh oui. Et la loi sacrée ce concours de médecine. Est-ce que c'est une bonne chose, ce départ, pour toi? Je sais que tu es... Ouais, non, pour moi, il n'y a pas... Pour moi, il n'y a pas des bonnes et des mauvaises choses. Moi, ce que je trouve intéressant, Sophia, Oui. c'est que enfin, tu fasses quelque chose pour Sophia. Ça, je trouve ça. Je fais déjà de la poésie. Je fais de la poésie et des spectacles. J'écris. Génial. Je parle de faire quelque chose pour Sophia, c'est-à-dire de prendre Écoute, ce qui se produit en vrai, c'est que tu n'es pas en train de partir là-bas pour toi, tu es en train de partir là-bas parce que tu as peur de ne pas avoir assez tes gosses. Le peur de pas Voir tes enfants. C'est vrai. Et donc, tu es en train de te faire croire que tu fais ça parce que tu en as envie, alors qu'en fait, tu n'as pas envie de Canada, tu n'as pas envie de repasser des diplômes, tu n'as même pas envie de quitter ta vie, tu as envie de voir plus souvent tes enfants. Merci Franck. Je t'en prie. T'es trop fort. T'es trop fort. Donc, je pense que c'est ça que j'appelle d'avoir une démarche envers Sophia. C'est-à-dire que d'un seul coup, tu es en train de dire à Sophia, ah mais tu peux quand même pas vivre loin de tes amours, rapproche-toi de tes amours. Je trouve ça cool, ta démarche d'avoir envie de te baigner dans ce que tu as créé, l'énergie de tes enfants, l'amour qu'ils ont pour toi et tout ça. Cela dit, est-ce que tu n'es pas en train de choisir encore la pente la plus rude pour simplement avoir le droit de prendre des vacances? Est-ce que Ce que je veux dire en fait, c'est qu'à chaque fois que tu veux faire quelque chose de bon pour toi, tu te punis de l'autre côté. Et que donc, si tu vas voir tes enfants, ben, il faut que ça soit douloureux, il faut que ça soit compliqué, il faut que tu en souffres. Comme si à chaque fois que tu devais vivre quelque chose qui te fait vraiment du bien, il fallait auparavant que tu le payes. Et moi, j'irais voir comment tu pourrais voir tes enfants de la manière la plus douce possible, la plus sympa possible, la plus gentille possible avec Sophia. Et je pense que ce qui... Continuer à aller les voir tous les 3 mois, tout simplement. Eh ben, peut-être déjà ne pas y aller pour s'assurer qu'ils vont bien, qu'il y ait une démarche de sainte, mais y aller pour t'assurer que tu vas bien parce que tu as besoin de les voir. Et y aller peut-être tous les 1 mois et demi plutôt que les 3 mois, parce que merde, t'es pas obligé de souffrir au cabinet pendant 3 mois pour avoir le droit de souffler 15 jours. Mais il y a le matériel, Franck, c'est des billets qui coûtent cher. Mets-toi en pré-retraite. Pardon? Mets-toi en pré-retraite dans ta tête. D'où ça va venir l'argent, Franck, si je me mets en pré-retraite? Ouais, on ne sait pas. Tu laisses la vie se démerder. Je pense que jusqu'alors, ça a toujours marché. Tout fait. Tu es en train de confondre la peur de manquer d'argent et manquer d'argent. Tout à fait. Je n'ai jamais manqué d'argent au moment où j'en avais besoin. Je vois pas pourquoi. C'est plus les enfants qui me disent maman, réveille-toi, que ça va pas dans 10 ans, tu n'as pas prévu de retraite, tu n'as même pas d'assurance santé. Mais franchement, je ne me sens pas concernée. Non, mais tu as raison. Ton assurance santé, tu l'as accouchée. Laisse tomber. Ton assurance vieillesse et ta retraite, tu l'as accouchée. C'est eux, la retraite. Donc, ils paieront en temps et en heure. T'inquiète pas, ils assureront, ils t'aiment pour ça. Mais je ne m'autorise pas ça, Franck. Voilà. Alors là, ça n'est plus de mon ressort, mais c'est comme ça que je vois les choses, Sophia. Je pense qu'il y a une période de la vie où tu leur as donné, et puis il va y avoir une autre période de la vie où il va falloir accepter de recevoir d'eux. Très bien, Franck. C'est clair. Voilà. Après, je comprends les engagements moraux, mais pour moi, je considère qu'à un certain moment, khlas. Comment? À un certain moment? Ça suffit.
à un certain moment, c'est bon, j'ai donné, c'est bien, ça va, je peux accepter de me sentir soutenu par mes enfants. Très bien, Franck. Très bien. Mais c'est trop fort, Franck. Merci. C'est vraiment mon cadeau d'univers de mon anniversaire. Ah, bon anniversaire, vraiment. Sophia, je te souhaite vraiment le meilleur. Voilà. Mais laisse-toi aider, laisse-toi aimer. Hein. Arrête avec ça. Hein. Laisse-toi aider, laisse-toi aimer. Hein, Merci, Franck. Ah, ok. Oui, merci. Avec plaisir. Je t'embrasse. Moi aussi, je t'embrasse. Bonne continuation, Franck. Merci, Sophia. Bonjour. Bonjour, Franck. Bonjour. Isabelle? Bonjour. Je suis Sandra. Oui, Alors, je voulais Sandra. juste vous demander, est-ce que c'est mieux que j'enlève le haut-parleur de mon portable, là? Ça marche bien, là, Sandra? Jusque-là, tout va bien. Tu m'entends bien? Ouais. Bon, bah, super. Alors, bah, je suis déjà très contente de vous entendre. Hein. Ça me fait super plaisir d'avoir été tiré au sort, c'est le cas de le dire. Donc, Franck, voilà ma question. Il y a à peu près 7 ou 8 ans, j'ai fini une relation qui a été très, très, très douloureuse. Et donc, je n'avais aucun problème de relation avec les hommes, etc. Et suite à ça, c'est comme si j'étais rentrée dans un monastère. Ça a été vraiment l'abstinence totale depuis presque 8 ans maintenant. Donc, Ok. je voulais... Oui. Donc, tu as envie de sortir de ton monastère et de ne Oui. pas être tiré que au sort. Et voilà, alors je me suis adorée, Franck, quand j'ai eu fini d'écrire ma question et que j'ai vu que j'avais écrit « Et si je pouvais être tiré au sort, ce serait youpi ». Ça m'a fait beaucoup rire. Oui, c'est tout à fait le cas, Franck. Ouais, c'est J'ai trouvé ça excellent. Voilà, c'était parfait. cool. En fait, Sandra, hein, bon, donc tu as compris ton schéma. Tu enchaînes les relations, tu tombes sur une relation où tu es un peu plus accroché, la relation se termine, tu es blessé, tu n'as plus envie d'être blessé, donc quelque part quelque chose se ferme et tu ne vis plus de trucs, c'est ça? Mais écoute, je sais pas, parce qu'il y a là, il y a à peu près 1 an et demi, j'ai rencontré quelqu'un et ça a été encore une catastrophe. Donc j'ai dit, bon, bah, je sais pas, j'arrête, je sais pas, je sais plus. D'accord. Alors, on peut avoir une notion de ce que c'est une catastrophe chez toi? Non. Ça veut dire quoi une relation catastrophique? Ah ben, c'est-à-dire que j'ai rencontré un homme avec qui vraiment j'avais envie de m'engager, puisque ça faisait quand même des années que j'étais toute seule, et puis je suis quand même quelqu'un qui donne, hein, qui offre hein, quand même. Et je suis tombée sur quelqu'un qui n'avait pas de limite et qui n'était pas du tout respectueux, et qui m'a mis en miroir, effectivement, là où je me respectais pas, où je n'étais pas de limite. Donc c'était très bien pour moi. Mais voilà, c'était la dernière, et ça m'a une fois de plus déçue, tu vois. Ok, d'accord. T'as conscience en fait que tu dis, t'as rencontré ce mec-là il y a 1 an et demi, ça faisait des années que t'avais pas eu de relation. Oui. Tu t'es plongé, j'ai envie de dire corps et âme dans la relation. Oui. Est-ce que tu peux avoir cet angle de vue que je peux avoir, bon, qui est peut-être pas super agréable, mais tu sais, de voir en fait une nana qui est en train de s'accrocher désespérément à un mec comme si c'était le dernier qui allait la toucher? Ben, écoute, je me suis posé la question si un jour j'allais refaire l'amour, Franck. Ouais, voilà. Là, C'est-à-dire que... je te connecte 5 sur 5, là, oui. Ok, c'est-à-dire que du coup, j'ai le sentiment que tu es entré en relation avec ce mec-là. J'ai envie de dire, allez, excuse-moi pour le terme, c'est parce qu'il est tellement parlant, mais un peu comme une crevarde. Bah écoute, j'avais pas trop envie de rentrer dans cette relation. Et tout compte fait, je suis rentrée dedans, mais j'avais pas plus envie que ça. Et je suis rentrée dedans, quoi. Je suis rentrée dedans et ça rien ne fonctionnait, rien ne fonctionnait. Ce que je veux te dire par là, en fait, c'est qu'on dirait qu'il y a quelque chose en toi qui simplement savait qu'elle n'aimait pas ce mec. Oui, exact. Et qui, malgré tout, a plongé dedans parce que j'avais trop faim. Oui, quelque chose de cet ordre-là, et en me disant, bon, allez, il faut y croire encore, quoi. Allez, vas-y, Sandra, faut quand même... Ouais, je comprends, mais en fait, derrière... C'était très bien, ce type-là, pour me mettre, mais si tu veux, je me suis rencontrée dans cet homme-là, dans les limites que je mettais pas, dans le respect que j'avais pas de moi, tu vois. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que le véritable sujet en dessous, c'est que tu piétines tes propres limites, tu abdiques de ta propre intégrité,
Oui. pour te mettre à te raconter une histoire d'amour avec un mec dont ton ventre t'avait dit à la première seconde, surtout pas. Exactement. Donc tu bafoues tes propres limites. Exact. Ah ouais, là, ouais, c'est très juste ça. Ok. Quand tu as conscience de ce truc-là, en fait, Sandra, tu pourras te dire, mais alors, si j'ai fait ça à ce moment-là, est-ce que finalement, quelque part, j'aurais pas tout le temps fait ça? Et est-ce que quand tu mets dans ta question quelque chose qui dit du genre, avant, j'avais des relations à la file, est-ce qu'on n'est pas dans l'image, tu sais, de Au suivant de la chanson de Brel, avec cette femme qui est là et qui prend les mecs comme ils arrivent à la file? Est-ce qu'en fait, il n'y aurait pas une vieille tradition chez Sandra de se piétiner elle-même? Mais écoute, j'ai envie de te dire aujourd'hui, je ne sais pas si tu ressens ça, hein, moi je suis très transparente par rapport à ça. Aujourd'hui, je me sens vraiment, comment je pourrais te dire, connectée avec moi, c'est-à-dire je sais où je veux aller, je sais ce que je veux, enfin je me sens quand même beaucoup plus libre qu'avant et pas prête à prendre n'importe qui ni n'importe quoi pour en désespérer la pauvre fille, tu vois. Ok, ouais, je comprends. C'est une. Moi, je suis plus désespérée, Ouais. Franck, voilà. Tout ça à que je veux fait. te dire. C'est déjà bien de ne pas être désespéré. Cela dit, c'est quand même le sujet de ta question. Donc, Oui. fais attention Oui, de ne parce pas que te derrière- cacher. Ne fais attention de ne derrière- pas te cacher le désespoir qui serait peut-être quand même là. Ah. Peut-être, tu vois, puisque en fait, c'est quand même le sujet qui t'occupe. Moi, ce que j'ai envie de te dire, Sandra, c'est assez simple. C'est que ce qui t'a fait passer d'une vie riche au niveau de ta sexualité à une vie monacale, c'est la croyance, au fond, que quelqu'un t'avait fait du mal. Comme ça avait été identifié en cet homme m'a blessé, la relation a été très, très, très douloureuse. Si tu le répètes 3 fois, je pense que tu veux nous faire passer un signal. Et donc, en fait, tu as eu le sentiment que cet homme, pas celui d'il y a 1 an et demi, là, celui d'il y a 7-8 ans, il a été une sorte de bourreau pour toi. Le suivant, c'est un gentil bourreau à côté. Mais on dirait en fait que ta structure croit que les autres ou ces hommes-là ne t'ont pas respecté. Alors qu'en quelques minutes d'échange avec ta franchise, on se rend compte qu'en fait c'est Sandra qui respecte pas Sandra. Exactement. Donc- je l'ai, et ça Ok. je l'ai compris avec le dernier, si tu veux. Et c'est pour ça que j'étais contente de le rencontrer quelque Bah oui, part. c'est cool. Parce qu'il m'a mis en miroir mon non-respect. C'est cool. Donc, on est sur un phénomène tout simple. Dès que tu comprends que quand tu arrêtes de chercher à être respecté par l'extérieur, tu te respectes à l'intérieur. Ouais. Si à chaque fois en fait que tu vas vers un homme, tu te demandes si cet homme-là est respectueux, tu te trompes de question. Ah. Parce que en fait, quand tu te demandes s'il est respectueux, tu es déjà en train de construire le moment où tu vas tirer une conclusion à propos de n'importe quoi. Hein. Tu vas aller au restaurant avec lui. Ce que je ressens à l'intérieur, c'est quand même que maintenant je mets mes limites et je me respecte. Et je me découvre là-dedans, parce que c'est nouveau pour moi, ça. Alors Tu si vois tu veux, ouais, j'ai vraiment, je vois. Mais ce que je suis en train de te dire, c'est comme si je voulais t'ouvrir l'étape d'après, Sandra. Super. Il y a l'étape, si tu veux, où, qui est normale, où je me dis, mais j'ai pas été respecté, j'en ai pris plein la gueule, on ne m'y reprendra pas 2 fois. Et effectivement, on t'y a pas repris pendant une paire d'années. Puis vient une nouvelle aventure, il y a 1 an et demi, où là tu viens un truc où tu dis, j'ai pas été respecté, mais en fait, j'ai remarqué que ça venait de moi. Oui, Ok, c'est une autre étape. D'un seul coup, tu comprends que c'est toi qui dois te respecter. oui. Maintenant, moi, je te propose une autre étape, qui est en fait d'oublier complètement la notion du respect. Je vais t'expliquer pourquoi. Quand tu commences de parler de respect et du besoin d'être respecté, tu es en train, au fond, en dessous, de parler d'une question de pouvoir. C'est-à-dire qui dirige qui obéit, qui se fait envahir, qui est l'envahisseur, qui est l'envahi. Et en fait, on est dans des notions de territoire et d'envahissement. Ouais, ouais. Donc lorsque tu cherches dans un premier temps à être respecté, puis dans un deuxième temps à te respecter, tu es en fait, au fond, exactement sur le même sujet. C'est-à-dire, il y a des frontières, des gardiens à la frontière, la peur d'être envahi, la peur qu'on te fasse du mal, la peur qu'on abuse.
Et du coup, en fait, que tu penses qu'un autre t'a manqué de respect, ou que tu penses que tu te manques de respect, aboutit exactement au même endroit, c'est-à-dire à avoir des postes frontières. D'accord. Pourtant, les deux étapes sont nécessaires. D'abord, je crois que ça vient de l'autre, puis je comprends que ça vient de moi, mais en fait, dans les deux cas, on est dans la même situation. Tu es en train de veiller à ce qu'on ne te fasse pas de mal, donc tu as mis ta caméra sur la douleur, et tu vas simplement observer ça à chaque fois que tu regarderas le monde, puisque c'est ce que tu cherches à observer. Si je cherche à être respecté, ça veut dire que je passe mon temps à chercher les preuves de manque de respect. Eh oui, eh oui. Ouais, Quand oui. je mets un filtre sur mes lunettes pour regarder la vie de cet ordre, je ne fais plus que observer ça tout le temps. Tu sais, j'ai des patientes un peu plus graves que toi dans le même cas, qui lorsqu'on les bouscule dans le métro, ne se sentent pas respectées. Alors que si on les bouscule dans le métro, c'est pas parce qu'on les voit, on ne veut rien pour elles, on s'en fout d'elles, on les bouscule parce qu'il y a du monde. Mais oui. Et elles en tirent la conclusion qu'on ne les respecte pas. Parce que quand tu mets des lunettes pour veiller à être respecté, bah tu cherches le non-respect et t'en vois partout. Ok. La Alors bonne- que dans ma vie, Franck, j'ai une vie quand même très douce, quoi. Mes rapports aux gens, etc. C'est quand même très doux. Tu vois, ce que je vois dans le monde, c'est doux, quoi. Je Quand te- même. Oui, je te rappelle que c'est toi qui me dis que tu es au monastère. Donc j'imagine qu'au monastère, c'est plus doux que dans la vie. C'est doux. Ah Ma- oui, oui, carrément, Ok. carrément. Et moi, j'avais pensé, Franck, qu'il devait y avoir une bonne sœur coincée quelque part, en fractal, dans un monastère, il fallait que je la délivre, tu vois. C'est pourquoi pas, tu as le droit de regarder les choses comme ça. Et si on veut la délivrer, il va falloir en fait qu'on évacue le mur du monastère. Eh oui, eh oui. Donc moi je te propose un truc, c'est de diriger ton attention sur autre chose que le mur, qui aujourd'hui s'appelle la frontière du respect. D'accord. Ok. Donc peut-être que la prochaine fois que tu entres en relation avec un homme, plutôt que te demander si ça va faire du bien ou du mal, je pense que ce serait judicieux que tu saches, parce que maintenant tu es une grande fille, que les relations d'amour, ça fait du bien et ça fait du mal. Bien sûr, mais ça, j'en ai pleinement conscience. Et en même temps, moi, j'avais un autre souci par rapport à ça, c'est que moi, les hommes venaient à moi avec des problèmes, on va dire, sexuels, et que je réparais, et une fois qu'ils étaient réparés, ils s'en allaient. Bah c'est bien, merci pour eux. Mais ouais, et c'est dingue, j'attirais ce genre d'homme. Ouais, Tu vois, Yes. ça allait avec, ce truc. oui, mais c'est normal. En fait, tu cherchais des hommes non puissants pour qu'ils ne puissent pas t'envahir, parce que tu as une peur panique d'être envahi. Donc chercher des mecs cassés, c'est le seul moyen de ne pas rencontrer un gorille qui va défoncer les frontières. D'accord, ce serait peut-être bien que j'en rencontre un, tu vois. Bah, en fait, comme c'est ton désir, tu prends des mecs cassés, tu les fabriques en gorille, puis une fois qu'ils bandent bien dur, ils vont en baiser une autre. Bah, c'est ça, c'est ça. Bon. Et alors, moi, et ils me remercient en plus, hein, tu vois. Ils sont Oui. gentils quand même. Ah bah ouais, ils sont sympas, ils te remercient. Ils me Ma- remercient en plus. Maintenant, ça pourrait être judicieux que tu Je te rendes... préfère en rire parce que maintenant j'ai dépassé ça, tu vois, mais j'ai vraiment analysé ça. Je me suis dit, c'est quand même incroyable ça. Bon, bah voilà, oui. Donc là, le prochain, il faut que je lâche prise, que je le regarde vraiment, voilà, comme un homme, quoi. Sans avoir des peurs, sans avoir des. Il faut peut-être accepter l'idée d'être envahi, parce que c'est peut-être ça le délire sous-jacent. C'est-à-dire que je suis devenue une solitaire, Franck, avec tout ça, et heureuse dans ma solitude, quoi. Heureuse, je bouge, hein, je suis très sociable, hein. Ah, Et en mais- même temps, j'ai ce besoin de repli intérieur, j'ai besoin de ce silence, j'ai besoin de cette vie intérieure, j'en ai vraiment besoin. Effectivement, je me posais cette question l'autre jour, effectivement, tu as raison. À me dire, qu'est-ce que je ferais si j'avais quelqu'un, il va envahir mon espace, ou tu vois, tu as Ouais. complètement raison là-dessus. On est sur des questions qui ne sont pas des questions d'amour, mais qui sont des questions de territoire. Et vraiment de peur d'être envahi. Je pense qu'on est sur... si tu cherches dans la multidimension, j'irai pas chercher du côté des nonnes, j'irai chercher du côté de l'envahisseur et de la peur, en fait, que l'ennemi pénètre jusqu'à chez moi. J'irai plutôt chercher dans le grand-père qui a vu sa France se faire voler par les Allemands, tu vois. D'accord, d'accord. C'est plutôt une histoire de territoire qui est en dessous de ça. Cela dit, excuse-moi de te le balancer comme ça, Sandra, mais tu fais beaucoup de bruit et de mouvement pour pas entendre ce que je te dis sans même te rendre compte. Je t'explique le phénomène. C'est que tu te mets à être tellement d'accord avec moi, tellement d'accord d'avance, que du coup, tu ne peux même pas entendre ce que je suis vraiment en train de dire, tellement tu as soif d'être d'accord et de me dire à quel point tu m'aimes. Et on n'a qu'à poser ça comme ça. Tu m'aimes, Sandra, et je t'aime, Sandra.
c'est posé, c'est clair, et maintenant, on peut peut-être dire quelques trucs au-delà de ça. Ouais. Ce qui est en train de t'occuper, c'est une histoire de territoire. Ce qui va te permettre de revivre des relations avec les hommes, qui soient des relations sympas, agréables, etc., c'est de prendre conscience que tu n'as eu jamais aucun problème avec les hommes, mais toujours des problèmes avec les territoires. Et du coup, tu vas pouvoir revivre tes histoires d'amour avec, ou en pointillé, ou par-ci par-là, ou à fond. Et ça te regarde, et c'est toi et ta façon d'avoir envie de vivre ta sexualité et ton amour. Et maintenant, en fait, décale carrément le problème. Le problème n'est pas posé là-dessus. C'est un problème de territoire, c'est un problème d'héritage, c'est un problème de frères et sœurs, et de qui va recevoir l'aval de papa, qui est l'enfant préféré de papa, qui vit sur le territoire, là où a vécu la famille, qui est en exil, en fait, on est sur des sujets comme ça au fond. D'accord. Le vrai truc, en fait, c'est au fond, j'ai peur d'être spolié de l'amour de mon père. Au fond, c'est ça qui est en train de se produire. Ce qui déclenche tout ça dans ta structure, c'est quand tu as eu le sentiment que quelque chose qui t'était cher parce que ça représentait ton papa, t'allait être volé. Ben, je vais te dire, ma plus belle histoire d'amour, c'était mon père et je l'ai perdu. Ouais, j'en suis conscient et c'est pour ça que je suis en train de te dire ça. Mais c'est comme si, tu vois, il y avait un objet qui représentait papa et que cet objet avait été vendu ou avait été kidnappé par un frère ou une sœur qui ne se rendait pas compte de l'attachement que tu avais pour ce truc-là. Ah ben ça me parle, ça me parle. Oui, ça oui, me parle. oui, moi aussi ça me parle. Et à mon avis, c'est plutôt ici qu'il faut aller voir le sujet. Et voilà, oui, c'est ça. Je vais te donner voilà, je sais ce que c'est parce que moi j'ai perdu ma mère quand j'étais une enfant. Okay. Et mon père s'est remis avec une femme. Okay. Et mon père m'a complètement rejetée. Okay. En me faisant comprendre que, alors qu'il m'adorait, mon père, on s'adorait avec mon père. Voilà. Et quand cette femme est rentrée, c'est exactement ça. Oui, elle est rentrée dans ma vie, j'ai eu l'impression qu'il ne voulait plus de moi et qui, voilà, c'était cette femme la plus importante et moi, il m'a complètement jetée. Maintenant, tu connais l'envahisseur. Voilà, c'était la belle-maman. D'accord. Okay. Donc en fait, on est juste face à Sandra qui retourne à l'endroit où elle était quand elle était toute petite fille et qui pleure sa maman morte et qui pleure cette femme qui vient et qui veut essayer de la remplacer, mais Sandra veut pas. Donc là, il faut que je rentre en contact avec ma belle-mère, entre guillemets. Non, je suis pas en train de te dire ça. Je suis en train de te dire qu'à l'intérieur de toi maintenant, Sandra, il y a une petite fille qui voit que le lit de papa est à nouveau rempli par quelqu'un qui n'a rien à foutre là. Parce que la petite Sandra, elle voulait pas que maman meure, elle voulait que maman revienne. Oui. Et du coup, en fait, elle n'a jamais digéré que la place soit prise. Parce qu'elle voudrait que la place reste libre pour que maman revienne. Et cette petite fille-là, à qui je suis en train de parler maintenant, elle a un gros paquet émotionnel en dessous. D'accord. Et quand, en fait, tu auras revu en fait, ce sentiment-là et ce qui te traverse à cet endroit-là, tu t'apercevras que tout marche toujours aussi bien avec les gars avec qui tu n'as jamais eu de problème. Ouais. Là, tu vois, bon, je t'aime, Franck, mais là, je suis encore d'accord avec toi. C'est bien, c'est juste, c'est super. C'est bien, là, on vient de toucher le bon endroit. Je te remercie d'avoir appelé Sandra. Mais écoute, vraiment, Franck, je te remercie. Vraiment, merci. Et puis, je vais beaucoup travailler là-dessus. Puis, je te tiendrai au courant si je rencontre, si je fais des rencontres. Inch'Allah. Merci beaucoup, Franck. Merci. Hein. Merci. Merci, Franck. Au revoir. Au revoir. J'aurais pas imaginé que, à partir d'une histoire de petite fille et de belle-mère, on pouvait transférer ça sur le couple. En fait, elle dort pas, hein, parce que le truc à propos du monastère, c'est une vieille histoire, pour moi c'est une redite. Effectivement, je pense qu'il y a une vie où elle a été écartée par une marâtre, elle a été écartée en étant traitée d'hystérique ou de je sais pas quoi, et on l'a mis au calme dans un monastère. Et du coup, inconsciemment, elle cherche à se remettre dans la posture de la pénitente, de celle qui va être... elle se remet naturellement dans un système qui est connu. Et oui, effectivement, c'est plutôt accroché là-dessus. En fait, il n'y a aucun problème avec les hommes. Problème de territoire envahi par la belle-mère. J'ai vu qu'avec la musique, on pouvait transporter de l'information. Ce petit couloir de musique
bah, tu vas l'amener jusqu'à ce que toi tu appelles une maman.